Donc, vous êtes avec les connecteurs et on a la chance de recevoir Naoufel Tetsaouni, qui est cofondateur et DG, directeur général de QueerTech. Donc, allô, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, Chloé. Écoute, je trouve vraiment intéressant. J'ai évidemment voulu me renseigner sur ce que tu faisais. J'ai parcouru un peu le site internet, j'ai vu ton LinkedIn. J'étais comme stalké un petit peu pour voir. Je pense que c'est assez rafraîchissant parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup d'organisations ou d'institutions qui font ce que tu fais. Mais est-ce que tu serais à l'aise de commencer peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il y en a, de nous parler de la mission de QueerTech? Oui, la mission de QueerTech, on dit qu'on veut rendre l'écosystème de tech plus queer. Et ce qu'on fait référence, c'est augmenter la représentation de SLGBTQ dans le secteur technologie. Notre mission est prend dans un aspect, prend trois aspects de travail qu'on fait. On veut diminuer les barrières ou enlever les barrières pour la communauté LGBTQ. On fait ça à travers trois programmes. Un programme d'accès au secteur technologie, un programme pour avancer au leadership et un programme d'entrepreneuriat. Vu que tu as fait référence, QueerTech est très unique au Canada. C'est la seule organisation qui est de ce genre dans le secteur technologie. Et dans ce cadre-là, quand on a regardé un peu le secteur, on s'est rendu compte que on est sous-représenté dans tous les aspects de ce secteur-là. C'est pour ça qu'on a créé ces programmes pour s'assurer que on crée l'accès pour augmenter la représentation de la LGBTQ dans le secteur de tech. Après ça, on veut que la communauté avance leur carrière dans des positions de leadership et on sait que l'entrepreneuriat n'est pas un processus linéaire, mais devenir entrepreneur par la suite. Accumuler une certaine expertise dans le leadership et devenir entrepreneur. Puis là, toi, tu as contribué évidemment à plusieurs projets de recherche. Il y en a dont on peut parler, d'autres qui sont encore en attente de dévoilement. Évidemment, nous, on a reçu à Les Connecteurs, avec notre partenaire de Technocompétences, on a reçu quelques chiffres, quelques données. Puis il y a un des constats qui ressort, c'est qu'il y a vraiment un retard au niveau de l'intérêt des entreprises, probablement en technologie, là, à valoriser, je sais pas moi, de faire des politiques ou est-ce que c'est normal ce retard-là? Il y a peut-être pas vraiment l'intérêt qu'on voudrait qu'elles aient ces entreprises-là pour la diversité puis l'inclusion. Ben, tu sais, quand on regarde le secteur technologie, le monde va toujours penser aux grandes compagnies. On pense à Google, Facebook, IBM, toutes ces grandes marques. Oui. Mais on oublie qu'au Québec et au Canada, la majorité des compagnies, c'est des petites et moyennes entreprises. Ils sont plus de 90% des compagnies sur notre marché, c'est des petites entreprises. En effet. Ces petites et moyennes entreprises, souvent, n'ont pas les ressources ou la capacité de pouvoir créer ces outils-là, des programmes de diversité et tout. Puis nous, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de ces compagnies vont venir faire un partenariat avec QueerTech. Vu qu'ils n'ont pas la capacité à l'interne, ben nous, on offre des services pour ces compagnies-là, pour les accompagner à améliorer leur image de marque vers notre communauté. Ils vont penser à eux quand ils vont appliquer à des jobs. On va leur donner des opportunités de recrutement de notre communauté. On fait des formations en collaboration avec notre collaborateur et Fondation Émergence qui fait une formation pro-allié. C'est une mise à niveau allyship ou pro-allié pour ces compagnies-là, leurs employés. Et on leur donne aussi accès à les recherches, comme la recherche qu'on en a discuté que QueerTech a publiée l'année dernière sur les expériences de LGBTQ pour leur permettre de comprendre les enjeux de la communauté et pouvoir créer aussi certaines améliorations de processus ou de contenu pour attirer notre communauté. On va justement partager dans le magazine, on va partager le lien pour que les gens aillent télécharger le rapport. Donc, ils ont juste à remplir un formulaire, ils vont avoir accès au PDF. Ouais. Et puis là, quand tu dis que
il y a des compagnies, des PME, là, il y a des programmes adaptés, des services adaptés aux PME. Est-ce qu'on sait à peu près quels secteurs sont à l'avant-garde ou un peu plus innovateurs dans ce créneau-là? Est-ce qu'il y en a peut-être qui sont plus portés à vous consulter que dans d'autres secteurs? Oui, je vais dire la majorité de nos partenaires, c'est des compagnies de logiciels qui sont très axées sur le développement de logiciels, entre autres l'IA aujourd'hui est très répandue. Ça, on va dire, ça, c'est les compagnies qu'on voit en majorité qui vont se pencher un peu sur la question d'inclusivité. Tu sais, c'est un grand thème aujourd'hui quand on en discute. On voit beaucoup de grandes compagnies qui sont en train de faire des changements à cette pratique. Mais je pense que les compagnies qui sont sérieuses dans leur processus de penser à l'innovation puis devenir des compagnies innovantes, ils comprennent que s'ils veulent achever cette innovation, ils ont besoin de développer des équipes qui sont diversifiées, qui viennent avec différentes perspectives pour qu'ils puissent créer des produits qui sont innovants puis qui répondent au marché, non pas juste montréalais, québécois, mais aussi canadien et mondial. Surtout que maintenant, corrige-moi si je me trompe, mais il y a quand même un recul au niveau des géants de la tech du côté américain. On le voit avec l'administration Trump qui arrive là puis qui fait des promesses aux géants de la tech, mais en échange qui demande, on dirait, des reculs sur les droits de la personne, Oui. sur la diversité. On le voit, il y a des politiques internes qui ont changé, autant chez Meta que Google, que, tu sais, on voit qu'il y a un recul et qu'il y a peut-être beaucoup plus de place pour la désinformation, mais aussi la haine sur les réseaux sociaux, par exemple. Comme utilisateur, on voit ça, puis il n'y a pas de modération, il n'y a plus moyen de dénoncer ce qu'on voit, ça ne fonctionne plus, les algorithmes ne travaillent plus pour nous, pour la diversité, tout ça. Comment, chez QueerTech, on répond à ça? Comment on fait là, pour peut-être... dans tout ça, naviguer dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'on va voir peut-être les entreprises au Canada pas agir de la même façon puis se démarquer, mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe ou c'est une tendance qui commence à nous rattraper aussi? C'est une question qui nous préoccupe beaucoup, puis on fait beaucoup, on suit un peu ça, ce qui se passe. Il y a l'aspect inclusion. Ouais. Le recul qu'on voit, en fait, il y a 20% des compagnies aujourd'hui à date qui ont fait un changement à leur politique de diversité et inclusion. Maintenant, ce changement-là, il y en a certains qui ont reculé, puis ils ont enlevé tous ces programmes, puis il y en a d'autres qui ont fait des changements. Ces compagnies, ces 20% de compagnies qu'on a vues, c'est la majorité, c'est des compagnies américaines. OK. Ils sont basés au Canada, ils sont basés au Québec, certains d'entre eux. C'est des compagnies américaines qui ont fait ces changements. Et quand j'ai regardé un peu la liste de ces noms-là, beaucoup de ces compagnies ont des contrats avec le gouvernement fédéral américain. Et suite aux ordres exécutifs de Trump qui a fait un de ces ordres-là qui a signé, c'était de faire ces changements-là. Ces compagnies-là sont en train de mettre à jour. Maintenant, okay. Il y en a certains qui sont allés très loin à changer. Il y en a d'autres qui ont changé un peu la manière comment ils vont parler de ces sujets-là pour qu'ils puissent garder leur contrat avec le gouvernement fédéral américain, mais en même temps, continuer avec le travail qu'ils font au niveau interne de leur compagnie. OK, donc on sent qu'il y a une pression, c'est-à-dire ils veulent contenter, des fois on joue sur les deux fronts, on veut ménager la chèvre et le chou, mais là, il y a quand même une pression, donc il y a un intérêt en fait à renforcer ces mesures-là au Canada parce qu'on voit que on peut changer, on a une influence finalement sur les mentalités dans ces entreprises américaines qui s'établissent ici là quand même. Absolument, absolument. Puis je pense que c'est beaucoup de ces compagnies-là sont en train de vraiment... tu sais, c'est un jeu de communication, après tout. Ça, si on va lire un peu... puis moi, je parle beaucoup à ces compagnies-là quand je regarde des articles. Puis souvent, ils vont dire « Ah, il faut lire un peu entre les lignes. C'est vrai, on a dit qu'on ne va pas publier nos chiffres de diversité à l'externe, qu'on ne va pas faire... » Mais
nous, on change rien à l'interne, c'est plus cette communication externe parce ils veulent garder leurs relations avec le gouvernement fédéral. Souvent, ils ont des contrats de millions de dollars, des milliers et des milliers de dollars avec le gouvernement. C'est des contrats très lucratifs pour eux, puis ils veulent pas perdre ces contrats-là, malheureusement. Ils vont suivre un peu la politique américaine. Puis là, Naoufel, tes activités, ça couvre le Québec, ça couvre le Canada. C'est quoi l'étendue là, du territoire qui est couvert? Oui, on est partout au Canada. On est présent dans 6 villes canadiennes. J'ai fait partie Coertac à Montréal. On est Montréalais et Québécois d'origine. Mais aujourd'hui, on est à Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver et Halifax. Wow, OK. Bon, c'est un bon... on a un bassin d'entreprises. Est-ce que c'est des membres? Est-ce qu'on peut les appeler des membres, des partenaires? Comment on les appelle, les gens qui travaillent avec toi et ton équipe? Nous, on a nos membres, c'est la communauté de SLGBTQ. On a quand même à peu près 10 000 membres à travers le Canada. Puis après, on a aussi des membres corporatifs. Ça, c'est les compagnies avec qui on travaille, les compagnies tech qui démontrent un intérêt à Queertech puis qui veulent travailler avec nous pour rendre l'écosystème plus inclusif et diversifié. On va les appeler des membres corporatifs. Wow. Puis, quels sont les enjeux propres vraiment à la tech? Parce qu'on se dit, bon, ben, dans toutes les entreprises, il y a ces défis-là dans tous les secteurs, on cherche à être plus inclusif. Qu'est-ce qui fait que c'est peut-être pire ou mieux en tech? On est où par rapport au reste des pans de la société active? Ouais. C'est le secteur technologie est un secteur qui est quand même jusqu'à date, était progressif dans la pensée, mais aussi c'est un secteur qui se penche beaucoup sur le futur. On pense beaucoup à la technologie, on pense comment on va améliorer nos vies, comment on va améliorer toute chose qu'on fait tous les jours à travers la technologie. Maintenant, c'est un secteur qui est très connu, qui est homogène, qui était dominé par des hommes hétéros, des hommes blancs, et il y a eu beaucoup de travail dans les 10-15 dernières années, depuis que tout le mouvement diversité et inclusion est commencé, puis aussi avec tous les changements encore en 2019-2020, tout le mouvement qui a vraiment explosé à parler. On a vu qu'il y a eu quand même pas mal d'améliorations en termes d'augmentation de nombre de femmes dans le secteur. Moi, je me souviens en 2010-2011, les chiffres étaient, les femmes étaient sous-représentées dans ce secteur, oui, même s'ils représentent la moitié de la population. Je pense qu'en été, aujourd'hui, on est quand même, ça a augmenté à 23-25%. On a fait des progrès, mais que ça reste que les femmes représentent. C'est ça aussi que j'avais, les derniers chiffres que j'avais de justement technocompétences, c'est qu'on parlait d'une hausse quand même du nombre de femmes, mais moins rapide que celle des hommes. Fait que proportionnellement, on n'est peut-être pas au rythme qu'on voudrait avoir là, en termes de cadence. C'est la même chose pour la communauté de la LGBTQ. On voit qu'il y a une croissance, mais on s'entend, le secteur technologie au Canada est en croissance rapide. Bon, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de changements dans les 2 dernières années, ouais, mais ça reste un secteur qui continue à s'accroître. Puis on voit que on continue à recruter en majorité des hommes blancs hétéros par rapport à d'autres communautés. On voit un peu le progrès, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour pouvoir créer un secteur qui est très diversifié. Puis en termes de poste de direction, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on voit qu'il y a plus de femmes, moins de femmes, plus de personnes queer qui sont acceptées? Ça ressemble à quoi là, quand on voit les paliers hiérarchiques? Là? Ouais, malheureusement, le plus qu'on monte dans la hiérarchie, le moins de représentation on a. Okay. Et en termes de représentation de la LGBTQ, c'est encore les derniers chiffres qu'on a vus. Ce qui est dur avec les chiffres de la communauté de la LGBTQ, c'est des statistiques qui sont... les gens font une
identification dans ces chiffres. So, ça change de temps en temps, mais les derniers chiffres qu'on avait, c'est qu'il y avait une représentation peut-être dans 1% des positions de leadership sont des personnes queer. On a aussi vu pour le financement qui va pour des entrepreneurs LGBTQ, il est aussi en dessous de 1%. Maintenant, QueerTech a pour mission de pouvoir aller collecter, continuer à faire la recherche. On va faire une autre recherche suite à notre rapport qu'on a publié l'année dernière. Oui. On va publier un autre rapport l'année prochaine qui va nous commencer à nous donner un progrès et continuer à suivre un peu le progrès qu'on fait en termes de diversité de la communauté de LGBTQ dans le secteur de tech. Puis là, heureusement que vous faites de la recherche avec tes partenaires et tout ça et l'équipe. Ouais. Mais est-ce que c'est un défi, ça, la recherche? Parce que est-ce qu'il y a assez de gens dans la recherche qui s'intéressent à ces questions-là ou finalement, on part de loin, peut-être? Ben, il y a beaucoup de barrières pour ce genre de recherche. Okay. La première, c'est que la communauté LGBT n'est pas mentionnée dans le Employment Equity Act. Comment on appelle ça en français? Tu sais, dans le gouvernement. C'est pas les normes du travail? Les normes de travail fédéral. Okay. Ouais. Exactement. Les normes de travail fédéral. La communauté de LGBTQ n'est pas dessus. Il y a tout un mouvement pour pouvoir ajouter ça. Ça veut dire que les compagnies ne collectent pas cette information. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de questions qui viennent quand on veut collecter ce type d'information. Où est-ce qu'elle va vivre? C'est des questions très personnelles. Il y a un problème de sécurité. La communauté ne fait pas toujours confiance, que ce soit au gouvernement ou à ses compagnies pour partager ça. Mais ce qu'on a remarqué, c'est quand on a conduit la recherche en tant que QueerTech, on a eu quand même une meilleure réception de ces données, puis la communauté était prête à partager leur expérience et leur donner avec nous, ce qui nous a permis vraiment d'aller un peu plus profond dans la question de l'expérience de la communauté LGBT et pouvoir communiquer ça, que ce soit aux politiciens pour changer, pour adopter de nouveaux programmes ou investir un peu plus dans la communauté, mais aussi pour les compagnies qui veulent recruter et retenir ce talent. Puis justement, là, je t'entends parler, puis il y a des gens qui nous entendent puis qui vont se dire, ouais, mais en même temps, c'est pas beaucoup de monde, c'est une petite portion de la société. Enfin, faudrait voir, c'est quoi la population queer finalement, parce que quand on dit 1% qui est représenté dans les postes de direction, on essaie de voir, de faire le ratio par rapport à la population générale. On parle de combien de monde à peu près là? C'est une excellente question. La réponse est différente selon les recherches qu'on va regarder. Okay. Statistique Canada, selon le gouvernement canadien, on est 5% de la population. Si on voit, Fondation Jasmine Roy avait fait une étude différente parce que la manière comment le gouvernement fédéral et et Statistique Canada, comment ils vont collecter les données, a été quand même... il y a beaucoup de chercheurs qui ont eu des débats autour de la méthodologie qu'ils vont faire. Okay. Et Fondation, Jasmine Roy avait publié qu'elle estime que c'est 10% de la population. Maintenant, il y a aussi un dernier chiffre qui est sorti des États-Unis que la génération Z et 35 ou 38% des jeunes adolescents, aussi des jeunes de la génération Z, s'identifient autant que non hétéros. On voit qu'il y a aussi une augmentation dans les générations plus jeunes, vu à cause de, tu sais, il y a beaucoup plus d'informations. Mais c'est ça, est-ce que c'est des chiffres finalement ça dépend beaucoup de
si on est à l'aise peut-être ou si on est à l'aise à s'identifier comme tel dans un sondage ou tout ça, ben, j'imagine qu'il y a quand même toujours une portion de la communauté qui ne se manifeste pas dans ces chiffres-là, ce qui fait que bon, parce qu'on dit ah c'est en train de croître, ben c'est surtout qu'il y a les gens, ils ont toujours existé, les LGBTQ+, mais c'est Ouais. l'idée de, tu sais, de se manifester puis d'oser peut-être s'identifier, justement avec l'éducation, la sensibilisation, le fait qu'ils se sentent plus à l'aise peut-être. C'est quand même rassurant ce chiffre-là sur les jeunes parce que moi je trouve que, ben, évidemment, comme beaucoup de gens progressistes, on aime voir les gens se déclarer, se sentir à l'aise d'exister puis de montrer qui ils sont. Mais en même temps, il y a des chiffres assez alarmants, j'ai envie de dire, quand je vois les études récentes sur la haine ou l'intolérance dans les milieux scolaires. On voit qu'il y a Oui. beaucoup plus de jeunes qui se disent intolérants à la différence, Oui. notamment l'orientation sexuelle, tout ça. Donc, je sais pas, toi, si tu pourrais réagir à ça. Est-ce que tu trouves ça aussi Ouais. inquiétant que moi? C'est très inquiétant. Puis d'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été publié récemment par Gris Montréal qui faisait une analyse des jeunes. euh, et tu sais, c'est la première fois au Québec qu'on voit un déclin dans l'acceptation de la communauté LGBT au Québec. Ça a été en progrès depuis les années 50, 60. Mais c'est la première fois qu'on voit un déclin. Malheureusement, ce déclin est dû aux informations sur Internet. Il y a beaucoup de mauvaises informations, il y a beaucoup de misinformation, des informations aussi. Et il y a aussi tout un mouvement de la politique, tu sais, pour changer un peu, que ce soit l'éducation dans les écoles. Ça, c'est des décisions qui sont très graves, puis qui vont avoir un grand impact sur le Québec et le Canada. Parce que quand on enlève cette éducation-là, je vais vous amener les chiffres qu'on a regardés de la génération Z avec il y a un certain, ils sont à l'aise à parler de leur sexualité. Euh, ça démontre ces gens-là, ils ont vécu pendant cette période de progrès où ils ont été éduqués, ils ont accès à Internet, il y a beaucoup d'informations et ça leur permet de se comprendre ce processus. Tu sais, on parle beaucoup d'un processus de coming out, c'est les communautés de LGBTQ, mais quand tu vas étudier à l'école, tu comprends ton corps, tu comprends qu'il y a des termes à mettre à ce genre, à ce processus-là, puis tu peux en parler aussi, puis tu as accès à des ressources. Ça te permet de te comprendre, puis aller chercher au fond. Tu as un système de support autour de toi, puis tu vas pouvoir t'épanouir et être quelqu'un qui va succéder dans notre société aujourd'hui, puis aller vraiment loin. Mais quand on enlève toute éducation, puis on voit qu'on commence à décliner, puis les gens commencent à repartir dans le placard, puis ils ont peur à cause de tout ce qui se passe sur Internet. Mais en fait, ce qu'on est en train de créer, c'est toute une génération de jeunes qui vont avoir beaucoup de problèmes de santé mentale. Et quand tu as beaucoup de problèmes de santé mentale, tu vas pas pouvoir contribuer à notre économie, à l'innovation, comme d'autres personnes qui sont en train de s'épanouir. Et là, on est en train de créer un handicap dans notre société à travers tout ce qui est question LGBT et inclusion et... L'inclusion et aussi, surtout sur Internet. Tu as parlé tantôt de méta et tout. Ouais. So, il y a beaucoup de haine en ligne, puis c'est l'impact de cette haine, on va le ressentir beaucoup dans le futur. Puis justement, je rebondis par rapport à ça. Peut-être que la réponse est là, mais quel va être peut-être le défi ou quel est le défi ou la menace actuelle? Je dirais le défi pour Queer Tech ou pour la communauté queer en tech. C'est quoi, là, mettons, la priorité ou le défi principal en ce moment, ce serait quoi? Ben, le mouvement, il y a beaucoup de défis aujourd'hui. Tu sais, depuis les 2 derniers mois, depuis mi-janvier,
que Trump a mis les pieds dans la Maison-Blanche, il a créé beaucoup de défis pour notre communauté à travers il a tout radiqué tous les programmes LGBT de diversité. Il a incité les compagnies à faire marche arrière sur ces questions-là. Il y a aussi des problèmes légaux. On poursuit dans plusieurs États. Maintenant, nous, on n'est pas encore là au Canada ou au Québec, mais on sent la chaleur des États-Unis qui vient ici, surtout sur Internet. On est en train de radicaliser nos jeunes à travers cette désinformation. Nos défis, le premier défi, c'est la politique. C'est un grand défi pour nous. Le deuxième, c'est la coupure du budget dans la diversité et inclusion. Mais je pense on a encore aussi un défi que c'est pas juste pour la communauté LGBT, mais pour tous les Canadiens, c'est le défi économique qu'on est en train de regarder parce que ce défi-là, ça veut dire que toutes les compagnies avec qui on parle ne peuvent plus regarder tous ces programmes-là. Ils sont tous axés sur le problème des tarifs, sur l'économie, sur leur existence. On est en train de pousser ces compagnies-là à un niveau très extrême. Et du coup, il y a un ralentissement dans l'investissement de ces programmes-là. Et ça, c'est un autre défi qu'on doit faire face avec nos partenaires et les compagnies avec qui on travaille. On va espérer que de vouloir se dissocier justement des politiques des voisins qui ne sont plus vraiment nos amis en ce moment. En tout cas, ça dépend. Évidemment, c'est pas tous les Américains qui sont dans ce contexte-là. Puis je sais que tu travailles aussi avec des entreprises américaines. Mais de vouloir peut-être justement se distinguer de ces politiques-là qui ne font pas l'affaire de tout le monde, heureusement. Il y a encore de l'espoir. Que ça soit un incitatif peut-être. Qui sait? On va suivre ça de près. Gros merci, Naoufel, d'avoir été avec moi pour parler de tout ça. On va continuer de suivre ta mission, puis j'espère qu'on pourra reparler bientôt de tout ce qui se passe, de positif aussi. Là, on va suivre ça de près. Donc, grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Chloé.